Alors, je sais pas vous, mais je trouve qu'on a entendu plein de belles histoires cet après-midi, plein de super idées. Mais en toute humilité, je pense que moi j'ai la meilleure nouvelle du jour à vous annoncer. Si, je vous jure. C'est une excellente nouvelle. Vous êtes prêts? C'est la merde. Si, je vous jure, c'est la merde, non? C'est la mouise. C'est la crise. Et moi, la crise, moi j'adore ça. Ça me fascine. Pas vous? Non? Bof? Moi, si j'adore la crise, c'est parce que tout, du coup, est chamboulé, sans dessus-dessous. Tout est à revoir. Et du coup, ça devient un formidable terrain de jeu, d'invention, d'innovation et d'exploration. Du coup, d'ailleurs, j'en ai même fait une spécialité. Je suis devenu une sorte de voyageur, d'explorateur de la crise. Alors, mon premier voyage en crise commence en 1987. J'ai 11 ans et je pars à Berlin, ou plutôt à Berlin-Ouest, parce qu'à l'époque, il y a encore le mur. Et le petit garçon que je suis comprend que l'humanité est capable de couper un peuple en deux. Je repars de ce voyage avec une question lancinante. Pourquoi? J'ai 11 ans, c'est quoi ce truc des grands? Je ne comprends pas, quoi. En tout cas, le voyage aura un impact fondateur sur ma vie et sur la suite de mes études et de ma carrière. Du coup, dès mon premier boulot, je pars dans mon deuxième voyage en crise, et pas n'importe lequel. 11 septembre 2001, pas besoin de vous rappeler le niveau de crise qu'il y avait un peu dans le monde. Je tourne en rond dans ma chambre d'étudiant. Le petit garçon de Berlin me dit que je dois agir. Ma destination, Kaboul, Afghanistan. Quand je me pose à Kaboul, je ne le sais pas encore, mais je vais y passer 10 ans. Et là, sous mes yeux, 20 ans de guerre, 20 ans de souffrance, 20 ans de deuil. Je découvre l'absence de tout, l'eau, la santé, l'électricité, l'éducation, rien. Mais à côté de ça, comme vous pouvez voir là, ce formidable courage des Afghans, leur incommensurable capacité à sourire, à rire, à voir le bon côté des choses, même dans les situations inimaginables pour nous ici. Et du coup, j'ai sous les yeux une évidence, que c'est dans la crise que naît l'espoir, que c'est dans la crise que naît la résilience, la volonté, la créativité. Finalement, que c'est dans la merde que naît la démerde. Alors pour mon prochain voyage en crise, prenons de la hauteur. Cette fois-ci, je pars dans l'espace, dans un voyage un peu virtuel. Alors, tout TEDx qui se respecte dans le monde entier se doit d'avoir une slide avec la Terre vue de l'espace. La voilà, elle est pour moi, la case est cochée, nous pouvons continuer ce magnifique TEDx La Rochelle. En tout cas, voilà, je pars virtuellement dans l'espace et je pars observer le monde, ou plutôt un monde en particulier, le monde de l'éducation. J'ai la chance aujourd'hui que mon job consiste de Houston à Delhi, de Shanghai à Lagos, à observer et essayer de comprendre tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, tout ce qui se passe dans l'éducation dans le monde entier. Et devinez la très bonne nouvelle, en tout cas pour moi, que j'entends aux quatre coins du monde. L'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est quoi? C'est la crise. Et ça, forcément, je kiffe comme question. Mais alors, quelle crise? Alors, il y a beaucoup d'explications qui sont données, il y en a beaucoup qui sont spécifiques à un contexte. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de retenir 4 explications à cette crise. La première, c'est la crise du modèle. Oui, c'est vrai, l'école de la révolution industrielle a permis de sortir des millions, voire des milliards de personnes de l'ignorance et de la pauvreté. Mais aujourd'hui, comme on l'a bien compris aujourd'hui, le monde change. Et malheureusement, on ne peut plus penser l'école que comme une usine qui, année après année, emmène les élèves comme sur une chaîne de production. On ne peut plus penser les matières en silos, isolées les unes des autres, avec bien par là l'histoire, ici la physique, l'anglais, les grecs, le latin, peu importe. Non, plus possible. Deuxième crise, crise du lien entre éducation et emploi. Dans le monde, aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de millions de jeunes diplômés qui sont sans emploi. L'ironie, c'est qu'il y a des milliers d'employeurs dans le monde entier qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver
des jeunes diplômés avec les compétences qu'ils cherchent. Quelles sont ces compétences? Zoé en a un peu parlé. Créativité, communication, collaboration, empathie, pensée critique. On nous dit aussi qu'effectivement les robots et l'intelligence artificielle arrivent et qu'ils vont détruire des millions, des dizaines de millions d'emplois dans le monde entier dans les 20 ans qui viennent. On nous explique que 60% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Alors, créativité, robots, métiers qui n'existent pas. L'école d'aujourd'hui est-elle prête à relever ce défi? Troisième crise, crise du monopole de la connaissance. Jadis, l'école, l'université étaient les endroits où on pouvait avoir accès à toute la masse de savoir et de connaissances dans le monde et apprendre à connaître le monde. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, plus besoin. On peut télécharger directement nos connaissances dans nos cerveaux, parce que tout est à portée de clic. Certains vont même jusqu'à dire qu'on pourrait se passer d'école et d'enseignants. Finalement, c'est simple. Personnellement, je ne le crois pas, et je pense que éducation et technologie vont s'augmenter, se compléter mutuellement, mais en tout cas, ce soi-disant monopole de l'école, lui, a bel et bien explosé. Quatrième crise, et peut-être pour moi la plus grave, crise de la motivation. Et j'étais en Chine il y a quelques semaines et un directeur d'école me disait « Les élèves ici sont physiquement présents en classe, mais émotionnellement, psychologiquement absents. » Alors vous me direz « Ouais, rien de nouveau sous le soleil. Moi aussi, j'ai passé les cours au fond de la classe, près du radiateur, à regarder par la fenêtre parce que je m'ennuyais. » Mais ça, c'est de l'ennui. Aujourd'hui, on a un problème de motivation intrinsèque des élèves. Voici en substance ce que j'entends à peu près des quatre coins du monde, de la part de ces jeunes. Alors, je passe ma journée dans un endroit pas très stimulant, j'y apprends des choses qui ont finalement peu de lien avec ce qui se passe à l'extérieur. Je continue à apprendre des trucs par cœur que je peux accéder par Google et Wikipédia. Je suis pris dans une spirale du stress des notes et de mon pré-étudiant. Et là, vous êtes en train de me dire que même si je fais tous ces efforts, c'est même pas sûr que je puisse avoir un bon boulot, voire un boulot tout court. Mais alors qu'est-ce que je fous là? À quoi ça sert en fait? Ce qui est sûr, c'est que ces jeunes, eux, ils sont en crise. Et s'ils sont en crise, nous sommes en crise avec eux. Mais si crise, comme je disais plus tôt, égale opportunité, c'est crise de l'éducation égale opportunité de repenser l'éducation, de penser une école de l'avenir qui arriverait à rallumer l'enthousiasme et l'adhésion des élèves. Alors vous allez me dire que je suis naïf et idéaliste, mais vous savez quoi? Depuis mon poste d'observation là dans l'espace, je vois qu'ils sont nombreux à essayer de donner vie à cette école de demain. Et ce, même dans les endroits les plus pourris possibles du monde. Laissez-moi vous donner l'exemple de 4 projets qui, pour moi, incarnent ça parfaitement et que j'adore. En haut à droite, c'est dans des vallées rurales de Colombie. À côté ici, c'est des camps de réfugiés syriens. Là, c'est les plaines inondables du Bangladesh. Et enfin, mais aussi, les quartiers défavorisés de Détroit et de Chicago. Ces 4 projets se ressemblent. Dans ces 4 projets, les élèves travaillent en groupe, ils travaillent en équipe, ils travaillent en ce qu'on appelle mode projet. C'est-à-dire que sur un mois, sur un semestre, peut-être sur une année entière, ils vont se mobiliser autour d'un problème auquel ils vont chercher une solution. Ce problème est un problème concret de leur quartier, de leur environnement proche, du coup qui les motive, qui les stimule, comme la gestion de l'eau, la gestion des ordures, problèmes de transport. Les enseignants, eux, se fédèrent autour du projet des élèves. C'est-à-dire que chaque enseignant va amener sa matière dans ce projet des élèves. Il va donc y avoir des apprentissages en physique, en histoire, en maths, en anglais, etc. Et j'en passe. Dans ces 4 projets, il y a de la technologie. Mais quand il y en a, c'est pour libérer du temps, pour que l'enseignant fasse ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire véritablement passer du temps avec ses élèves, à les coacher, à être leur mentor, à être auprès d'eux. Autre point commun, dans ces 4 projets, très peu de notes, très peu d'examens. Dans certains, il n'y en a pas du tout. Par contre, une insistance particulière à mesurer le progrès des élèves pris individuellement et dans le temps.
Et vous savez quoi? Eh bien, ça marche. Ces élèves apprennent à apprendre. Ils apprennent à reconnecter avec leur motivation naturelle. Ils sont prêts à avancer, ils sont prêts à changer de métier, ils sont prêts à inventer leur propre métier. Finalement, ils ont la confiance nécessaire pour affronter l'impermanence d'un monde qui bouge. Alors moi, ça, je kiffe, je trouve ça génial. Et du coup, quand je rentre ici, quand je rentre en France, et que j'essaie de partager mon engouement, j'entends un peu trop souvent, en tout cas à mon goût, la phrase suivante. Non, c'est super, Seb, hein. La Colombie, là, sympa, hein. Le Bangladesh, c'est hyper cute comme projet. Mais tu sais, nous, la France, c'est tellement particulier, on est différents de tous les autres. Tu comprends, Charlemagne, Jules Ferry, la dernière réforme du bac, le mammouth, etc. Que c'est cool, hein, mais on n'a pas grand-chose à apprendre de tout ça. Et puis tu comprends, Seb, c'est le système. Le système. Sauf que finalement, le système, c'est vous. C'est nous, le système, c'est moi. Je suis le système. Je suis père de 2 enfants, de 2 petits garçons qui sont à l'école publique. De temps en temps, je donne des cours à l'université. Et surtout, et peut-être pire, je suis un soi-disant expert en éducation. Le père que je suis, tous les jours, continue à s'interroger. Est-ce que pour mes 2 petits garçons, je dois continuer à rêver à ce qu'ils soient formés à une spécialité, une carrière rare et rémunératrice? Ou est-ce que j'accepte que le monde change, que le monde bouge, que mes 2 petits garçons, là, ils vont faire 14, 15, peut-être 20 métiers différents dans leur vie, que de toute façon, ces métiers, ils n'existent même pas encore. Donc je ne peux pas attendre de l'école qu'elle les prépare à ça. Et si ma réponse est oui, il faut aussi que je me pose une deuxième question. Est-ce que je suis prêt, moi, à accepter que le modèle qui m'a formé, qui m'a protégé, qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, puisse peut-être ne pas fonctionner en l'état pour mes 2 petits garçons? En tant qu'enseignant, en tant qu'expert, vous l'avez vu de mon tour du monde, moi j'y crois à cette école de l'avenir. Et je pense qu'on peut passer d'une école de la compétition à une école de la collaboration, à une école qui ferait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire élever véritablement l'élève. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, et là pour le coup je suis très sérieux, c'est que le changement est en cours en France. Je connais des dizaines, des centaines d'enseignants, de classes, d'écoles, qui, jusqu'à récemment, plutôt discrètement, mais de plus en plus ouvertement, essaient de donner vie à cette école de la collaboration. Alors oui, le monde accélère. Oui, le changement risque d'être permanent. Et donc oui, c'est la crise. Mais revenons à l'étymologie véritable du mot crise. Crisis en grec, qui veut dire décider, faire un choix. Alors attention, si choix il y a, pour moi, aucunement, il n'est entre ce que j'entends aussi trop souvent, entre le « il faut surtout ne rien faire, il faut rien changer » et ou à l'inverse, et à l'autre extrême, « il faut tout bazarder pour partir à zéro ». Non. Pour moi, le vrai choix, c'est le choix entre la peur ou l'enthousiasme face à l'impermanence des choses. Pour nous aider à trancher, laissez-moi terminer avec une petite histoire. Un jour, un fabricant de chaussures de sport décide d'envoyer 2 consultants sur un continent pour voir s'il pourrait y avoir un marché pour cette marque. Le premier consultant revient effaré. Tout le monde marche pieds nus. Il n'y aura jamais aucun marché. Il faut surtout ne pas y aller. Le deuxième consultant revient hyper enthousiaste. Tout le monde marche pieds nus, c'est génial, il y a un marché énorme, il faut y aller. Qu'en pensez-vous, vous ? Finalement, ces 2 analyses, ces 2 expériences sont vraies et possibles en même temps. Où est la différence? Où est la vérité? Eh bien, finalement, en tout cas pour moi, c'est la même chose par rapport au monde de l'éducation. Nous avons le choix entre la peur et l'enthousiasme. Et c'est ce choix que nous ferons qui déterminera l'école de demain. Merci.